Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Anne-Claire Bachet, Chief Data and IA Officer chez Miracle, l'une des scale-up françaises les plus avancées sur l'IA, vous allez le voir, à la fois comme outil interne, comme produit et comme socle de nouveaux modèles économiques. Ce qui m'a donné envie d'explorer son expérience est une conviction qu'elle porte fort, vous allez voir, c'est qu'on ne peut pas prétendre construire des bons produits IA si on n'est pas soi-même fait sa propre transformation, je pense que vous serez tous d'accord. Et ça change tout. Ça change tout pour les équipes, ça change tout pour les sales et pour le leadership. Salut Anne-Claire! Bonjour à tous. Ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui, on va en profiter. Et je te propose tout de suite de poser le décor. Donc Miracle, c'est 750 collaborateurs, une moitié d'équipe Product Engineering Data IA et l'IA au cœur du produit depuis longtemps. Alors, comment est-ce que tu définirais la place de l'IA chez Miracle aujourd'hui? Est-ce que c'est un outil, un produit, un standard? Tu as une autre définition? Si on doit le faire en un mot, je dirais enabler. C'est-à-dire que je pense que vraiment l'IA, que ce soit, dans son organisation personnelle tous les jours, que ce soit dans la façon de fonctionner dans l'entreprise pour créer de la valeur pour les clients, clients internes ou clients externes, mais aussi dans les services et les produits qu'on vend. C'est vraiment un enabler technologique qui permet de créer plus de valeur, possiblement d'aller plus vite. Mais en tout cas, ça change drastiquement la donne et c'est ce qu'on a commencé à faire chez Miracle, il y a plus de 9 ans maintenant, au moment où on parlait pas encore de transformers et de Gen AI ou d'agents, et en introduisant une approche qui visait vraiment à, enabler, assister, nos utilisateurs dans le software. Et ce qu'on voit comme vrai changement de paradigme, depuis l'arrivée de GPT, c'est que c'est vraiment un changement de civilisation. Parce qu'en fait, l'IA maintenant est dans les mains de tout le monde. C'est plus uniquement des développeurs qui peuvent accéder à des API. Ça, c'est le changement qu'on a vu en 2022. Démocratisation. Ouais. Exactement. Et donc, ça donne un cap qui est tout à fait transformant, puisque tout le monde peut avoir des idées et commencer à tester. Et donc, chez Miracle, ça change les différentes dimensions, c'est-à-dire l'interne, comment chacun peut faire son travail au quotidien, mais comment on va refaire entièrement des workflows pour nos clients, des workflows internes, mais aussi drastiquement ce qu'on vend en tant qu'entreprise qui vendons du SaaS. En fait, on peut vendre des agents, on peut vendre des modèles dans l'idée de créer plus de valeur pour nos clients, et ça, c'est pas la même chose. Non, c'est clair, c'est clair. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a une vraie démocratisation de cette IA. Alors, il y a chez vous 350 personnes côté product, engineering et data, sacrée base, hein. Mais c'est vrai qu'il y a aussi toute une moitié de fonctions support, de sales, de HR, de sécurité, etc. Alors, comment est-ce qu'on embarque dans l'usage réel, pas juste dans le discours? Ça, c'est un des vrais sujets de toutes les personnes qui nous suivent. Bah, je pense que le premier élément qui est fondamental, c'est d'avoir une culture de l'expérimentation déjà, de mettre tout le monde dans cette démarche-là, de il y a des nouveaux outils, il se passe des choses, il faut tester. Donc, je sais que selon les organisations et donc dans les auditeurs, ils n'ont pas tous les mêmes conditions de tester, mais tout le monde peut tester au moins des choses le week-end, Même à à titre titre perso. personnel. Voilà, en Tu m'en préparation, as on partagé partageait. d'ailleurs. Ouais. Voilà, on partageait, comment moi j'ai pu, créer mon agent pour m'aider à mes mises en vente Vinted, à partir de juste je prends une photo et ça va tout m'assurer jusqu'à la mise en vente. Donc ça, c'est vraiment des éléments fondamentaux. Tester pour vraiment comprendre qu'est-ce que ça change? Et aussi, la deuxième chose très importante, vous inspirer. Parce qu'en fait, une fois que vous avez commencé à le tester ça va vous faire penser à d'autres choses. Mmh. Donc ça, c'est un élément important et ça, c'est un peu quelque chose, je dirais, pour faire de l'anglais encore, self-oriented. C'est qu'est-ce que vous êtes en train de faire par vous-même, quand vous avez le temps, quand personne vous regarde. Et ça, Mmh. c'est propre à chacun et chacun peut aller à sa vitesse, mais c'est un élément fondamental. Le deuxième, je dirais, c'est plus à l'échelle de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est mettre à disposition des outils qui donnent accès, aux différents éléments dans l'entreprise pour pouvoir justement appliquer ces logiques de LLM, pouvoir tester différents modèles, pouvoir construire ses agents. Donc ça, on a commencé il y a très longtemps chez Miracle. On a eu un des premiers contrats de ChatGPT entreprise, je pense, en Europe. C'était en juin 2023, donc ça Fou. date. Puis après, on a vraiment eu besoin d'avoir les early adopters étaient bloqués. Ils voulaient pouvoir commencer à connecter Slack, connecter Google Drive pour pouvoir déjà, je pense que c'était il y a un an et demi, commencer à générer eux-mêmes des Google Slides automatiquement.
Donc, on a eu toutes ces logiques-là, on est passé sur Dust, et parce on voulait vraiment que ce soit quelque chose possible pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Ça fait Et partie de la culture, hein. C'est vraiment un changement de culture aussi quelque part, hein. Et exactement. Et donc, on avait un peu cet élément-là de dire n'importe qui doit pouvoir commencer à créer son premier agent et avoir même les dès premiers l'onboarding, résultats, vous avez un voilà, en moins de rituel. 20 minutes. Et donc, en fait, aujourd'hui, on est vraiment au stade où, dans l'onboarding des collaborateurs, chaque mois, on a des collaborateurs qui arrivent, on a des sessions d'onboarding. Et en fait, à la fin de la semaine, ben, les collaborateurs ont tous créé au moins un agent sur la stack de Miracle qui va leur être utile. Ça, c'est une sacrée bonne Euh, pratique. Ça, je trouve que c'est très inspirant. Tu parles du côté inspirant quand on va bidouiller un peu, mais t'écouter aussi est très inspirant. Bah, permettre aux gens d'avoir un premier pied à l'étrier. On Clair. fait aussi des office hours parce que chacun avance à sa vitesse et c'est plus facile des fois de venir une heure, commencer à construire son premier agent, venir avec son problème et d'avoir des personnes plus expertes ou de l'entraide. Et aujourd'hui, on voit qu'on passe à l'autre élément, c'est qu'il y a eu vraiment une rupture dans la technologie vers novembre dernier sur la capacité à créer du coding, à pouvoir justement avoir des agents qui font des tâches de plus en plus longues avec les capacités des modèles de manière autonome. Et donc, on arrive vraiment au stade où, en fait, on voit que maintenant, ça commence à être possible d'avoir des organisations hybrides. Pas dans 3 ans, maintenant. Et quand on parle d'organisation hybride, c'est de pouvoir créer des agents qui vont être vos collègues demain. Et Mm, donc mm. ça demande de passer à une autre échelle et Et de c'est pas commencer à futuriste. C'est repenser comme l'organisation. Voilà, Et comme tu dis, aujourd'hui. voilà, c'est pas un scénario futuriste. Alors, comme tu le disais, il y a ce côté expérimentation individuelle qui est hyper important, mais la finalité, et ça, c'est encore un grand enjeu aussi de toutes les personnes qui nous écoutent, c'est avoir un standard commun. C'est de nouveau de scaler. C'est un vrai sujet du moment. Vous en êtes où, vous, sur ce sujet-là? Comment vous l'abordez? Est-ce que tu as des bonnes pratiques à partager? Je dirais que j'ai vu beaucoup de pratiques, il y a à peu près 1 an, de gens qui le prenaient en mode top-down, c'est-à-dire on va construire un backlog qui va peut-être être fait par une équipe centrale, nous de construire notre propre portail GPT. Nous, on a pris une approche drastiquement différente qui est aussi liée au fait qu'on est une boîte tech, qui est de dire plutôt nos ressources de développement, on va continuer à les dédier à développer notre produit pour nos clients, mais on va plutôt chercher à introduire des technologies qui va permettre à chacun de commencer à le faire et d'avoir cette approche bottom-up. Ce qu'on voit, c'est que dans cette approche bottom-up, à un moment, il y a un plafond. On arrive, 100% des gens utilisent, on est presque à 70% des gens maintenant qui ont déjà créé des agents. Mais passer le stade dans toutes les équipes, je ne dis pas juste dans une équipe, mais dans Bien sûr. toutes les équipes, à ce que il y a une façon de pouvoir aller faire de la prospection commerciale, une façon de pouvoir faire Des cas tel d'usage, en autre fait, élément, des appliqués au choses. métier. Voilà, et qui sont à repenser différemment, qui sont à repenser, mais finalement, c'est un produit que je veux construire avec des utilisateurs qui sont peut-être dans plusieurs équipes. C'est un autre cap. La première chose simple qu'on a fait, pour donner des tips à tout le monde, c'est une fois qu'on a eu tous les agents, on regardait, puis on disait à ces 3 personnes-là, vous devriez vous parler parce que vous avez tous les 3 développé un agent qui est à peu près pareil. Et ça, on a pu avoir un agent qui le détecte. Mais on passe vraiment à un stade où ce qui est important aussi, c'est d'avoir le leadership. Donc le bottom-up est bien parce qu'il faut que tout le monde puisse commencer à Mettre les mains démarrer et se dedans. construire des agents au niveau individuel, possiblement démarrer des agents au niveau de l'équipe. Mais après, il y a vraiment ce côté, où est-ce que c'est le plus important de créer la valeur? Où sont les 3 priorités des endroits de côté sales ou dans chaque équipe où en fait l'IA peut créer de la valeur? Et c'est là où on passe d'un autre élément, c'est donner de l'autonomie, mais combiné à une deuxième approche qui est la plutôt top-down, qui est donner une direction claire sur où sont les priorités. Très bien, super clair. Maintenant, on va aborder un petit sujet que je trouve assez intéressant parce que tu es dans une entreprise SaaS qui est habituée à vendre un produit qui fait ce qu'il dit, enfin ce qu'il promet à la base. Mais là, comme tu disais, l'IA, elle fait aussi partie de vos produits. Donc, tu dois accompagner des sales à vendre de l'IA, sachant qu'on le sait tous, hein, l'IA par définition, elle sera jamais fiable à 100%. Alors, ça, pour moi, c'est un vrai sujet. Comment tu arrives à accompagner les populations sales sur cet enjeu-là? Je pense que la première chose, c'était effectivement cette attente du 100% parfait. Quand est-ce que ça marchera dans 100% des cas? Quand est-ce que ce sera en un clic? En fait, c'est une vision et ce sera jamais possible. C'est lié au fait que c'est non déterministe. Mm. Donc, sachant que Oui, c'est dans par les nature. approches des modèles classiques de machine learning, c'est non déterministe, mais en général, ça redonne tout le temps la même valeur. Et quand on est avec de la GenAI, bah,
De toute façon, tout le monde l'a expérimenté maintenant. Bien Je sûr. refais le même prompt, j'ai pas la même réponse. Et du coup, c'est vraiment beaucoup plus non déterministe que des modèles de machine learning qui sont, on va dire, plus classiques. Et je dirais que la première chose, c'est d'être très clair, c'est de le dire. Et je pense que ça clarifie aussi une chose que les sales font. Ils n'ont jamais vendu des fonctionnalités et des outputs, ils ont toujours vendu un outcome pour les clients. Donc Mmh. c'est là où ça devient Une très valeur. important. C'est là où leur valeur de faire du discovery client, de comprendre quels sont vraiment les problèmes et les pain points sont importants pour le lier avec ce qui est fait avec du non déterministe. Donc, c'est vraiment toute cette découverte du problème pour pouvoir positionner le produit et aussi dans ce qu'apporte le produit, qu'est-ce que ça permet de faire. Et je pense qu'après, nous, ce qu'on voit, c'est il y a deux choses, c'est d'essayer de prendre des parallèles qui sont simples. Le parallèle que je prends souvent, c'est le parallèle de Waze, l'application de GPS. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit ce mot GPS. Mais en fait, GPS. Une voilà, on le carte, voit, c'est de donner un nom en français et sans acronyme, j'ai pas trouvé. Et d'application routière. En fait, on le voit tous, Waze, ça fait peut-être 10 ans qu'on utilise tous Waze sur notre téléphone portable ou pour certains Google Maps. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est personne ne s'attend, quand on sélectionne Waze, que si ça me dit que j'arrive à 14h32, d'arriver vraiment à 14h32, sauf si on est très proche. On sait que c'est à peu près entre 14h30 ou 14h35. Si on part en vacances sur la 6 ou la 7, on sait que c'est vraiment très très faux l'été. c'est vrai. Mais Mais, on n'attend mais pas une vérité. Mmh. on n'attend pas le 32. Et en fait, plus parce qu'on a tous des besoins différents pour l'illustrer. Bah, quand mes enfants sont un peu plus grands maintenant, mais quand je pars en vacances avec eux, bah, au début, c'était d'avoir le téléphone au milieu dans la voiture pour qu'ils arrêtent de me demander à quelle heure on arrive. Je leur dis, vous avez qu'à regarder sur l'écran. C'est peut-être répondre à votre belle-mère ou à vos parents parce qu'ils se demandent quand est-ce que vous allez arriver pour le week-end de Pâques ou les week-ends Mmh. de pont. Et ou ça peut être très bien ne pas vous engueuler avec votre conjoint ou vos amis avec qui vous êtes dans leur voiture parce que au moins il y a une indication de la Mmh. route et c'est pas ma faute. Donc on a tous des problèmes différents que ça va résoudre et finalement quand on cherche bien, bah, le problème c'est pas la perfection, c'est quel problème on C'est résout vrai. et en quoi utiliser ce produit-là me rapproche d'eux. Et après, on voit des différences très fortes Europe, où dans beaucoup d'entreprises aux US, l'IA, comme il y a beaucoup plus d'échelles, a été très utilisée. Donc, c'est beaucoup plus compris et naturel pour eux que ce qu'on peut trouver en France. Mais la deuxième chose, c'est surtout qu'il y a une aversion au risque qui est beaucoup moins importante. Mmh. On a un peu ce biais de nous voir ce qui ne va pas et de parler des... Alors qu'en fait, aux Critique, États-Unis, ouais. c'est Test and essayons. learn, Voilà, essayons. Et si ça nous aide à faire mieux dans X% des cas que ce qu'on fait déjà aujourd'hui, c'est déjà très positif. Ouais, top, merci et merci pour l'analogie avec Waze, je pense que ça on la garde. On fait un petit copier-coller qu'on se garde dans un coin si besoin à ressortir, en discussion. Autre petit sujet, tu es quand même dans une entreprise qui est très particulière puisque vous avez la moitié de vos effectifs qui sont en product engineering et data et ça, c'est pas le cas, clairement dans toutes les organisations. Mais du fait, j'imagine aussi que ça doit créer un peu une exigence particulière sur vous-même. Comment vous arrivez à vivre ça en interne? Pas trop la pression? Bah, je pense qu'on est tous en fear of missing out. Je pense que c'est le premier élément et de se dire quelle est la dernière fonctionnalité, quel est le dernier modèle, qu'est-ce qui se passe et on a une énorme accélération. On le voit bien, là on est passé dans un monde où Mmh. Anthropic est l'entreprise qui release le plus et release tous les jours des nouvelles fonctionnalités, pas juste des changements techniques. Et donc effectivement, la vitesse, de la création de valeur devient un enjeu encore plus important et la technologie et les coding agents, avec, Cursor, avec, Claude Code, avec Codex, permettent vraiment d'accélérer ça. Donc ça nous demande aussi, en premier lieu, alors que le métier de software engineer, n'a pas été disrupté depuis très longtemps, Mmh. Mmh. peut-être depuis l'arrivée de l'internet, il y a eu le mobile après, mais c'est resté très stable disrupté pour 2 choses. Un, le premier, première vague, c'est qu'il y a des bouts de code entier qui peuvent être refaits en ayant de la Gen AI, au lieu d'avoir du code déterministe. Ça, c'est la première vague qu'on Mmh a mh. eue chez Mmh. Miracle, ce choix-là, de dire: «Le corps de notre produit, on va aller le refaire parce qu'on pense qu'on peut créer plus de valeur en le remplaçant totalement par des algos et un workflow d'algos de Gen AI». Ça a donné un sentiment de black box en interne, comment on fait et ça a demandé de collaborer différemment ensemble.
Ça a été un premier challenge. Le deuxième, ça a été ce qui se passe là depuis novembre avec, cette disruption sur les coding agents. Qu'est-ce que ça veut dire de coder? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est bien faire Mmh. dans mon travail? Et comment ça, j'arrive à le formuler différemment pour le déléguer finalement à une technologie? Et ça, c'est très différent et on voit que ça va nous amener vers plus de multidisciplinarité. Il y a 15 jours, on a un des data scientists de l'équipe qui a livré sa première interface de bout en bout en production. Donc, il a été parlé au client, il a fait le discovery, il a construit l'algorithme. Et comme maintenant, on a notre design Dingue. system, on a construit un MCP au-dessus du design system, il a pu l'intégrer pour aller vibe coder une interface et du coup, aller jusqu'à livrer cette interface en Mais il production fallait client. expérimenter, il fallait tester, pour voir si c'était possible. Ex Exactement. excellent. Mais tout ça, forcément, ça doit changer ton rôle, par rapport à un chief data officer dans une organisation plus «traditionnelle» entre guillemets. Pour toi, c'est quoi les grandes différences entre, de rôles? Mais je pense que le rôle d'une personne qui était sur de la data et de l'AI en moyenne, hein, parce que bien sûr, hein, il y a toujours eu des entreprises pour qui c'était au cœur de ce qui était vendu. Je pense que c'était beaucoup une fonction un peu plus support et donc d'être un peu un deuxième et d'être plutôt à un deuxième niveau. Et là, maintenant, c'est être un peu au cœur du modèle économique de la boîte et d'être au cœur de la production de valeur. Donc ça, c'est un élément qui T'es change rapproché fortement. de Bah, ces enjeux cœur, quoi. des Mmh. enjeux revenus et donc la capacité à avoir des équipes qui aussi pensent à ce besoin-là business et d'être au cœur aussi, bah, d'aider l'ensemble de l'organisation à faire, sa transformation. Ouais, c'est vraiment multifacette. Allez, pour terminer, dernière petite question, parce que c'est vraiment passionnant notre échange, je pourrais passer encore une demi-heure avec toi. Si tu devais pointer le prochain grand défi humain que tu vas devoir relever chez Miracle, alors pas techno, pas budgétaire, vraiment humain. En même temps, on a beaucoup parlé d'humain déjà, mais Heu, je pense que dans l'humain aussi, l'enjeu, c'est l'incertitude. On ne peut pas donner de certitude aux gens sur voilà exactement quand est-ce que la techno va atteindre tel niveau, que voilà quand est-ce que ces choses-là seront possibles, voilà le guide que tu dois suivre en 5 étapes, voilà la formation, mmh, si tu l'as fait aujourd'hui, c'est bon pour dans 1 an. Donc je pense que c'est vraiment l'incertitude et le accepter fait ça. qu'il n'y a pas de réponse et que constamment ça va changer. Donc je dirais cette évolution permanente est un challenge. Tu m'étonnes! Merci infiniment Anne-Pierre pour ce retour d'expérience.